Donc, dernier round de cette journée, le dernier panel qui sera, comme vous l'aurez compris, en pleine continuité des discussions que nous avions dans le panel précédent. Donc, un panel qui traitera des problématiques qui sont bien épaisses et bien dodues de la propriété intellectuelle, de l'IA Act et des business models, ou plutôt des nouveaux business models. Pour animer ce panel, Maïté Debris. Maïté est membre, enfin pas membre, fait partie du cluster Twist, le cluster du secteur de l'audiovisuel. Alors, comment décrire Maïté? Une animatrice d'écosystème, mais pas uniquement d'écosystème belgo-belge ou wallon. Elle a une décennie d'expérience dans justement la construction de projets européens et la co-construction de clusters, et donc du montage de projets avec des partenaires belges, mais également européens. Maïté, le panel est à toi. Donc, nous voici arrivés au dernier panel de la journée. Il y aura encore des présentations après. Mais donc, je suis contente de voir que vous êtes encore nombreux dans la salle et que le sujet de ce dernier panel, qui est la propriété intellectuelle, l'IA Act et les nouveaux business models, modèles d'affaires pour parler en français, c'est un sujet, je pense, qui est assez brûlant et central par rapport à l'intelligence artificielle, puisque le panel d'avant a commencé déjà à aborder le sujet. Donc, l'IA Act a été adopté par l'Union européenne en 2024 et il vise à encadrer le développement, la mise sur le marché et l'usage des systèmes d'intelligence artificielle pour garantir à la fois la sécurité, le respect des droits fondamentaux et la confiance dans les technologies de l'IA. Donc, c'est le premier cadre juridique complet au monde dédié à l'IA. Donc, c'est quand même assez unique. Et c'est un acte qui vient redessiner les contours de la création et de l'innovation en Europe. Donc, mais je ne vais pas continuer davantage les considérations sur cet acte parce que nous avons des experts dans ce panel qui pourront vous en parler plus en détail. Donc, je vais appeler tout de suite les panélistes. Je vais commencer par Alicia de Mulder, qui est avocate spécialisée en droit du numérique et de la propriété intellectuelle. Ensuite, je vais appeler Frédéric Young, qui est délégué général de la SACD et de la SCAM. Ilan Manouak, qui est artiste, chercheur et auteur de bande dessinée. Et enfin, Éric Delacroix, qui est fondateur de la société Euranova, qui est une société qui est spécialisée qui a une expertise technologique et en accompagnement stratégique. OK. Je suis un peu stressée, donc je vais essayer de me relaxer. Je me mets une petite pression là, sur ce dernier panel, mais en fait, je vais commencer tout simplement par vous dire un peu les objectifs auxquels on a réfléchi quand on a décidé d'ajouter ce panel au programme. Le but de la discussion aujourd'hui, c'était d'abord d'explorer comment, derrière ces questions juridiques et techniques, il y a une transformation plus large du rapport entre créateurs, entreprises et technologies qui s'opère. Dans ce cadre-là, on pense que c'est vraiment nécessaire qu'un dialogue entre artistes, juristes et acteurs technologiques puisse avoir lieu pour définir les pratiques d'usage, mais aussi de rémunération. Il y a une citation qui a été dite juste avant: pour être créatif, il faut pouvoir dîner aussi. Donc, c'était une belle introduction. J'ai oublié qui l'a dit, mais beau marché. Merci. Et donc, la question centrale de ce panel, c'est comment traduire ces nouvelles obligations en pratiques concrètes et comment préserver un équilibre entre innovation, créativité et respect des droits. Je pense qu'il y a pas mal d'aspects qui ont déjà été abordés dans les présentations précédentes, dans les panels précédents, mais il y a encore beaucoup de choses à dire aussi. Donc, en fait, ce qu'on souhaiterait un peu faire émerger de cette discussion, après, voilà, on va voir comment le débat évolue, mais c'est de clarifier ce que dit réellement la législation européenne, les objectifs, les contraintes, mais aussi les zones d'interprétation. C'est aussi de donner à entendre la voix des artistes et des auteurs, leurs préoccupations, mais aussi leurs pistes de réappropriation de ces outils d'IA. Et aussi de faire dialoguer des logiques assez différentes, dont de création, des logiques économiques,
de droit et d'innovation pour mettre en lumière la diversité des points de vue et la complexité des enjeux. Et enfin, quelque chose qui est assez important, c'est d'inviter chacun et chacune qui est partie de l'audience ici, de vous pousser à vous renseigner, à vous impliquer, car ce sont les enjeux donnés de droit d'usage concernent aujourd'hui toutes les professions créatives, directement ou indirectement. Donc, pour commencer, donc pour en débattre, on a réuni 4 profils assez complémentaires. Et je vais commencer par Alicia de Mulder. Et je vais te présenter un petit peu sur la base de la biographie que tu nous as transmise. Donc, le but ici, ton rôle aussi dans ce panel, c'est d'analyser un peu les zones grises, de nous présenter d'abord l'IA Act, d'analyser un peu les zones grises et la manière dont l'IA Act peut s'appliquer dans les industries créatives. Donc, pour faire un petit peu ta biographie, tu es avocate au barreau de Bruxelles, donc je me permets de tutoyer les différents panélistes, spécialisée en droit du numérique et de la propriété intellectuelle. Tu as fait un master en droit à l'université Paris 1 et a poursuivi avec un master complémentaire en droit de la propriété intellectuelle à la KU Leuven. Tu es également professeur au certificat d'aptitude à la profession d'avocat du barreau de Bruxelles et tu participes activement au développement de plusieurs projets innovants, dont des outils d'IA qui sont au service du barreau de Bruxelles. Et enfin, au quotidien, tu accompagnes des clients qui intègrent ou développent des solutions IA, y compris des clients qui sont dans les industries culturelles et créatives. Et donc, je vais te poser la première question, c'est simplement de te demander si tu peux un peu résumer en quelques mots ce qu'est l'IA Act, même si on l'a déjà abordé, je pense qu'on n'expliquera jamais assez. Donc, et ce que ça va changer en Europe et quel est, dans les grandes lignes, le calendrier de mise en œuvre. Puis il y avait une deuxième petite question qui fait partie de la petite présentation que tu vas nous faire. C'est de savoir si tu peux nous expliquer les obligations juridiques auxquelles les artistes créatifs sont soumis quant à l'utilisation de ces outils IA dans leur pratique. Merci. Merci. Ça fonctionne ? Oui. Alors, l'IA Act, c'est la première loi européenne et même mondiale sur l'intelligence artificielle. C'est le résultat d'un trilogue compliqué entre la Commission, le Parlement et le Conseil, qui a, comme tu l'as dit, pour objectif de pousser à l'innovation, de rester compétitif par rapport à des pays comme les États-Unis ou la Chine, tout en créant un cadre commun autour des valeurs fondamentales de l'Union, qui sont ses droits fondamentaux. Et donc, le législateur ici a eu pour objectif vraiment de mettre en balance les droits fondamentaux et l'innovation, créer un cadre qui soit plutôt, disons, préventif et proportionnel par rapport aux usages de l'IA. C'est-à-dire qu'il y a des obligations qui sont effectivement mises en place dans cet IA Act, mais les obligations diffèrent en fonction de différentes choses. Alors, je vais voir si je sais passer. Voilà. Ça diffère en fonction de la position que l'on a par rapport à l'IA. On peut être fournisseur d'un système d'intelligence artificielle. Hein, c'est le cas des grands noms qu'on connaît. Il y a des fournisseurs qui sont plus locaux aussi. Et il y a l'autre notion qui est la notion de déployeur. Et ça, c'est plutôt une notion qui vous intéresse parce qu'en tant qu'artiste, principalement, vous serez considéré comme déployeur au sens de l'IA Act. C'est donc en fait l'utilisateur professionnel d'un système d'intelligence artificielle. Et en tant que déployeur, quand vous utilisez l'IA, eh bien, l'IA Act vous impose toute une série d'obligations. Ces obligations ne sont pas les mêmes en fonction du type d'IA que vous allez utiliser. Je crois que je vous ai mis ici une petite classification des différents types d'IA. L'IA a été classée dans l'IA Act en fonction de son risque. Il y a 4 niveaux de risque. Il y a des IA qui sont considérées comme inacceptables. Elles sont interdites d'usage et de déploiement dans l'Union. C'est principalement des outils qui vont toucher vraiment à nos valeurs fondamentales et aux droits fondamentaux, mais aussi à la sécurité ou à la santé, par exemple. Il y a 3 autres catégories qu'on appelle les
IA à risque élevé. Et là, on a une liste existante dans l'IACT qui liste, selon des critères objectifs dont je vous fais part aujourd'hui, certaines IA qui sont considérées comme à risque pour nos valeurs fondamentales, qui, elles, imposent toute une série d'obligations qui sont plus strictes que les deux autres. Les deux autres, c'est donc les IA à risque limité et les IA à risque minimal. Les IA à risque minimal sont vraiment, par exemple, toutes les IA qui seraient utilisées de manière purement ludique ou, disons, qui reprendraient en compte des tâches purement administratives, ce genre de choses. Ce type d'IA-là, pour le législateur européen, il y a eu la volonté de les pousser. Je tiens quand même à dire qu'ici, le législateur a eu un rôle difficile de classer des IA selon leurs risques, de classer des acteurs selon leur place dans la chaîne de valeur de l'IA. Et ça a été assez houleux dans le trilogue. On l'a suivi pour ceux qui étaient intéressés à ce moment-là. On est arrivé à quelque chose. L'IAC n'est pas parfait. On l'a déjà dit, je pense, précédemment. Il y a des zones d'ombre qu'on va mettre en avant. Mais en tout cas, il a ce bénéfice d'avoir fait un travail de classification pour nous aider tout doucement à y voir plus clair. Je vous ai dit, vous, principalement, en tant qu'artiste, en tant que créatif, vous allez être des utilisateurs. Alors, le terme est déployeur, mais c'est ce que vous êtes principalement. Et je vous ai dit, en fonction de si vous utilisez des IA sans risque pour les 3 fondamentaux, votre obligation principale, et c'est une obligation légale, c'est l'obligation de transparence. Vous devez annoncer quand vous avez utilisé une IA pour générer un certain contenu. Pour l'instant, ça s'arrête là. Donc, c'est quand même assez light et ça laisse une marge de manœuvre au créatif dans son utilisation. Si on passe sur une IA à haut risque, donc dans certaines matières spécifiques, là, par contre, et vous le voyez normalement sur la slide, il y a plus d'obligations. Il y a par exemple l'obligation de garder cette supervision humaine, et ça c'est le cas entre guillemets dans tous les secteurs, dans mon secteur juridique aussi, c'est vous restez responsable de votre output. Ce que vous allez, ce que vous allez vendre, donner à vos clients, si vous générez du contenu pour vos clients, vous en gardez la responsabilité. Il y a d'autres obligations qui sont un petit peu plus spécifiques, mais je pense que dans le cadre créatif ou dans votre secteur, vous serez principalement soumis à des IA à faible risque et donc gardez en tête qu'il y a cette obligation de transparence. Au niveau du calendrier d'entrée en vigueur, alors c'est un calendrier qui s'est fait progressivement. L'acte a été publié en 2024. Il est entré en vigueur officiellement 20 jours plus tard, c'est-à-dire le 1er août 2024 de l'année dernière, mais au 1er août 2024, il n'y avait encore aucune des dispositions de l'IACT qui était en vigueur, disons, en tout cas qu'on ne pouvait appliquer devant un tribunal, qu'il soit européen ou national. C'est, disons, le 2 août de cette année-ci, donc cet été, où on a une grosse salve d'obligations qui sont entrées en vigueur. C'est tout ce qui est relatif aux modèles généraux. On a un autre échéancier qui est important qui va arriver, c'est mi-2026, où là, on a les obligations que je viens de vous expliquer en ce qui concerne les SIA au risque qui entreront en vigueur, et on aura du coup pour mi-2027 une application complète. La volonté du législateur ici de le faire en étapes, je pense personnellement, et on l'a vu avec une autre réglementation qui s'appelle le RGPD, sur tout ce qui est protection des données à caractère personnel, je crois que l'objectif a été de laisser le temps aussi aux différents acteurs de s'adapter aux obligations, de les appréhender, de s'y préparer. Moi, dans ma pratique, depuis une petite année, du coup, on aide vraiment les entreprises dans différents secteurs à se préparer à ces nouvelles obligations qui ne sont pas toujours évidentes, on va certainement le voir. Et donc, à mon avis, c'est pour ça aussi qu'il y a eu, en tout cas, cette évolution en phase. Voilà. Merci beaucoup, Alessa, pour nous avoir mis un peu ce cadre et expliquer dans quelle temporalité on se trouve. Et j'aimerais passer à un deuxième panéliste qui est Frédéric Young, qui défend les droits des auteurs et autrices et qui explore de nouveaux mécanismes de rémunération
des créateurs à l'ère de l'IA générative. Je vais aussi faire la petite biographie rapidement et puis je poserai ma question. Donc Frédéric, tu es depuis 1993 délégué général pour la Belgique de la Société des auteurs et autrices de spectacles vivants, fiction audiovisuelle, radio et web, ainsi que de la SCAM, la Société civile des auteurs multimédia. Donc, tu es ancien journaliste freelance et auteur dramatique et spécialiste de la gestion individuelle et collective des droits d'auteur dans des domaines des industries culturelles et créatives comme l'audiovisuel, le livre et les arts de la scène. Tu es également cofondateur et administrateur de plusieurs fédérations professionnelles et très impliqué dans les enjeux liés à l'IA, puisque tu as présidé le groupe de travail qui a mis en place pour la Chambre de concertation des écritures et du livre de la Fédération Wallonie-Bruxelles, qui a élaboré la toute première charte pour une utilisation responsable de l'IA dans le secteur des écritures et du livre. Donc la question, après le cadre qui a été mis pour Alicia, c'était de te demander si tu pouvais un peu nous expliquer les enjeux politiques que l'IA Act soulève pour les secteurs culturels et créatifs. Et si tu peux nous parler un peu des débats et des négociations qui ont été en jeu entre ces secteurs que je viens de citer et les industries numériques. Merci, bonjour à vous. J'espère qu'on va pouvoir terminer en beauté cette belle journée. Effectivement, pour avoir écrit l'histoire des droits d'auteur depuis l'Antiquité, on voit qu'aujourd'hui, on est en fait dans une nouvelle phase de négociation du cadre légal sur le droit d'auteur et le droit voisin des artistes-interprètes, notamment parce qu'on parle beaucoup des auteurs, mais il y a aussi tous les comédiens, comédiennes, chanteurs, chanteuses qui sont complètement impliqués dans ce qui se passe aujourd'hui. Et donc, en fait, l'IA Act se contente de faire référence au droit d'auteur, aux directives sur le droit d'auteur, la directive 2001-29 et la directive 2019-790, qui, elles deux, définissent le cadre de la protection des créateurs et créatrices et des artistes-interprètes dans l'Union. Cette référence est de dire que, évidemment, les opérateurs des industries de l'IA doivent respecter le cadre du droit d'auteur. Donc tout à l'heure, l'opt-out et l'opt-in dont on parlait n'est pas dans l'IA Act, mais se trouve dans la directive de 2019 et constitue un mécanisme qui permet en fait à des opérateurs qui moissonnent le web essentiellement pour recueillir des données, de le faire dans un cadre particulier qu'il se trouve soit dans le monde de la recherche scientifique publique, des universités, on va simplifier un petit peu, soit dans la recherche privée. Il y a deux dispositions différentes, l'article 3 et l'article 4 qu'on voyait dans l'excellente présentation de ce professeur, dont j'oublie le nom, pardon, qui nous a parlé tout à l'heure. En fait, l'IA, qu'est-ce que l'IA complète en fait ce cadre du droit d'auteur en proposant un code de conduite et un formulaire de transparence, c'est-à-dire la mise en œuvre du cadre de la protection des auteurs et des autrices. Et c'est là que des négociations viennent d'avoir lieu qui, en gros, ont été, je dirais, à l'avantage des industriels de l'IA, au motif qui a été évoqué tout à l'heure dans le panel précédent, qu'il y a eu une façon de présenter les choses qui était de dire si on régule trop, on va freiner le développement de l'innovation. Moi, je ne suis pas de ce point de vue-là. Je partage l'avis des précédents intervenants qui est de dire un cadre régulé aide au contraire à l'innovation. Parce que quand on sait ce qu'on peut faire, quand on est accompagné, quand on est dans des cadres sécurisés, on se sent mieux à l'aise pour pouvoir innover. Mais c'est aussi parce que, évidemment, les artistes, et on a vu beaucoup de cas très intéressants et très chouettes. En fait, moi, je partageais tout à fait les expérimentations qui ont été évoquées aujourd'hui par les artistes ou les pédagogues qui accompagnent les jeunes artistes. Il faut que ces jeunes artistes puissent aussi avoir de quoi dîner avant de créer ou après avoir créé. Parfois, on passe la nuit sans manger, mais le matin, on a envie d'un petit déjeuner. Et donc, cette question aussi des conditions matérielles de la création que pose Beaumarchais depuis le XVIIIe siècle, elles sont totalement pertinentes aujourd'hui. Merci beaucoup. Donc, je vais continuer
avec un troisième panéliste ici, Ilan Manouak, qui est artiste-chercheur et je pense qu'il apportera une lecture créative et critique des implications pour la liberté artistique de ces réglementations. Donc, je vais aussi te présenter rapidement. Donc, Ilan Manouak est auteur de bande dessinée et chercheur FNRS en créativité computationnelle à l'Université de Liège. Il est chercheur affilié au MetaLab de Harvard et au Labo Paragraphe de l'Université Paris 8. Donc, Ilan, tu as créé l'Echo Chamber, qui est une association qui est dédiée à la recherche sur la bande dessinée et qui est aussi porteuse d'un projet européen, un projet Europe Créative sur l'expanded publishing. Enfin, comme je disais, donc, tu es auteur et tu es auteur de plus de 30 ouvrages de bande dessinée et le commissaire d'édition de Chimeras, qui est un glossaire collaboratif sur l'IA générative qui rassemble 150 contributeurs. Donc voilà. Donc la question que j'avais à te poser, c'est bon, toi, tu es artiste, tu participes à un panel sur des questions assez juridiques, économiques, etc. Mais je veux savoir, au-delà des débats politiques, selon toi, quel pourrait être l'impact de cette régulation sur la pratique créative et l'expérimentation d'un artiste en général, et peut-être d'une manière un peu plus large dans ta pratique, aussi bien en tant que chercheur qu'artiste, quelles sont les contraintes et opportunités que l'IA apporte à ta profession? Ouais. Je suis venu un peu tard dans la journée, donc j'essaie de trouver un peu de continuité avec les panels d'avant. Et voilà, j'ai entendu le mot marteau avant qui m'a fait vraiment, qui est resté un peu dans ma tête. Et on commence ce panel avec des mots qui sont très très forts pour moi. Genre, on parle de obligations contractuelles, on parle de code de conduite, on parle d'obligation de transparence. Et ce n'est pas des mots que j'ai appris quand j'ai fini Saint-Luc à Bruxelles il y a 20 ans. Donc, je me demande qu'est-ce que ça a à voir avec ma réalité en tant qu'artiste. De comprendre l'IA comme outil qu'avec des termes qui ont l'air des termes de discipline, des termes de coercion, des termes de bons usages, etc. Et donc, marteau. Il y a une expression en anglais qui dit quand l'outil contient dans notre main un marteau, tous les problèmes ressemblent comme des clous qu'il faut aller défoncer. Donc, c'est normal que pour une juriste, l'IA Act est un ensemble d'obligations contractuelles. Ça, je comprends très très bien, d'obligations de transparence pour les artistes. Pour Frédéric, c'est de droit d'auteur, c'est des codes de conduite, etc. Ça, ce n'est pas des termes que moi, je comprends sur ces outils. J'ai un entendement différent. Ce n'est pas des termes on dit ontologie pour décrire quels sont les termes qui décrivent nos mondes. Et donc, je viens de la bande dessinée. La bande dessinée est peut-être un média assez particulier parce qu'il a toujours été intégré dans des industries. C'était toujours été une marchandise. Donc, quand on fait des bandes dessinées, on était toujours conscient du rapport commercial de l'objet, des outils de distribution, la diffusion, les réseaux, la technique. Donc, on a eu des questions que peut-être les peintres ou les céramistes peut-être en moins. Donc, on a toujours travaillé en symbiose avec les systèmes de production, les systèmes de distribution, la logistique, etc. Par exemple, très tôt, dès la première année à Saint-Luc, on a eu des cours de droit d'auteur. Très tôt, on a eu des cours de Photoshop. Il n'y a jamais eu une cassure où quelqu'un devait vraiment aller contre l'administration pour apprendre la technologie, parce que la technologie est intégrée dans ce qu'on fait. Et donc, ce qui se passe avec l'IA, ce n'est pas très, très différent. En fait, l'IA ne fait que continuer des dynamiques qui sont inhérentes dans le rapport de l'auteur de BD avec son média. Et ne font qu'intensifier des questions, des défis ils étaient toujours là. Ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire être un auteur? Un auteur de bande dessinée, par exemple, n'a jamais eu le problème de création d'images, parce qu'un auteur de bande dessinée ne fait pas d'images. Un auteur de bande dessinée crée des systèmes de représentation, des systèmes d'articulation, des systèmes de mise en forme entre des éléments textuels, des éléments d'image.
C'est jamais juste des images, c'est jamais des textes. Et pour le moment, il n'y a pas d'IA qui crée des bandes dessinées. Peut-être qu'il y aura. Mais un auteur de bande dessinée a toujours été une forme d'ingénieur. Hein. Un ingénieur peut-être un ingénieur qui ne va pas finir par faire des doctorats et faire des brevets peut-être, mais c'était une forme d'ingénieur. Pour moi, le défi important ici, c'est que avec le IA Act, ça ne concerne plus une classe de professionnels créatifs. Et c'est ça le vrai problème, c'est ça la limitation qu'on affronte maintenant. On parle de AI Act, qu'est-ce que les créatifs vont faire? Mais non. Et on essaie d'utiliser donc les solutions du XXe siècle à des problèmes du XXIe siècle. Le droit d'auteur, par exemple. Comment on va faire? Le panel d'avant a fini, comment est-ce qu'on va essayer de dépister le droit d'auteur quand un dessin a 1000 éléments différents qui proviennent de plein d'œuvres différentes. Et donc les questions de provenance et des questions de traçabilité, etc., sont très, très compliquées. Et voilà, peut-être la prochaine question, on va avoir avec ça, donc je ne vais pas rentrer là-dedans, mais voilà, je voulais juste essayer de positionner ma pratique artistique pour on va donner un peu un autre point de vue dans ce débat. Oui, on aura l'occasion d'aborder la question de la traçabilité ensuite, donc merci beaucoup. Et donc, je passe à notre dernier panéliste, Éric Delacroix, qui est fondateur et partenaire chez Euranova. C'est une société donc, qui est spécialisée dans l'innovation data. Et l'objectif d'avoir dans ce panel, c'est que tu puisses apporter la vision un peu plus technico-économique d'une entreprise qui est confrontée à la mise en œuvre du cadre européen. Présentation rapide aussi. Donc, tu es ingénieur civil diplômé de l'Université libre de Bruxelles. Très tôt, tu t'es passionné pour la valeur générée par les logiciels, le design des solutions et l'impact qu'ils peuvent avoir à la fois sur le business, mais aussi sur l'humain. C'est en 2008 que tu as fondé Euranova, qui est aujourd'hui la plus grande société wallonne qui est spécialisée donc, en data science et qui combine à la fois expertise technologique, mais avant tout aussi un accompagnement stratégique. Et aussi, tu es un entrepreneur engagé qui œuvre à faire rayonner et fructifier le potentiel technologique de la région wallonne, en étant impliqué dans plusieurs initiatives et réseaux que je ne vais pas tous citer. Donc voilà, moi, je fais une mini parenthèse là en disant que j'ai quand même structuré aussi le débat en préparant des questions pour chacun de vous, mais évidemment, n'hésitez pas à réagir sur ce qui a été dit par les autres panélistes, mais je vais te poser la question que j'avais préparée, qui est, selon toi, quel est l'impact de ce cadre dont on a déjà parlé beaucoup sur l'innovation et la créativité? Alors, j'ai mis des personnes qui travaillent principalement dans des PME actives dans les secteurs créatifs et culturels, mais je suis pas. Donc, je pense que tu as un avis sur cette question, même si Euranova peut-être n'accompagne pas directement ce type de société, et peut-être même sur les artistes directement. Du coup. Non, mais ça donne envie, par contre. Par contre, le micro n'est pas allumé. Ouais. Ouais, par contre, non plus. Non plus, sinon je te file le mien et puis tu me le rends. Si celui-là ne fonctionne pas, c'est que le micro a un problème avec moi. Non, merci. Merci de m'avoir ici, parce que c'est vrai que quand on a préparé ça, je me suis dit, mais au fond, nous, les ingénieurs, qu'est-ce qu'on a amené là-dedans? Mais dans ces discussions, et ce que tu viens de dire là me touche, parce que pour moi, tous les meilleurs ingénieurs doivent avoir un cœur d'artiste, en fait. Donc, je suis tout à fait d'accord qu'on doit se rejoindre à cet endroit-là. En fait, la technologie n'est jamais qu'un outil qui se met au service de. Et alors, il se fait que l'IA, pour avoir commencé en 2008, notre société, à l'époque, ça se mettait surtout au service des entreprises de télécom ou de finance. Mais c'est vrai que depuis l'IA générative, et même déjà un peu avant, on l'a vu se mettre au service de choses bien plus créatives. Et alors, je me raccrochais à ce que tu disais. Oui, il faut gagner sa vie. Et oui, il faut faire preuve de sens des responsabilités. Donc, en fait, à mon sens, aujourd'hui, si on veut continuer à innover, parce qu'on a besoin d'innover, on doit le faire effectivement de manière sécurisée. C'est-à-dire, si on fait un truc génial, mais qui demain détruit la planète, c'est quand même un peu chiant. Et donc, le faire avec un certain cadre qui nous oblige à avoir un sens des responsabilités est en fait une bonne chose. Ça, j'en suis certain. Par contre, ce qui est important, c'est que vous savez ce que vous voulez faire avec cet outil. Ce qu'un banquier veut faire avec cet outil n'est pas le même que quelqu'un de créatif. Et en fait,
la responsabilité qui incombe à la personne qui veut utiliser cet outil, c'est de bien utiliser l'outil. Et si cet outil est un ingénieur, dites-lui de bien utiliser cet outil. Forcez-le à aller chercher les bonnes réglementations, à vous assurer que ce qu'il utilise est quelque chose qui est effectivement au bon niveau de transparence, au bon niveau d'entraînement, au bon niveau d'éthique en fait. Alors, vous saurez que ce qu'il va vous proposer comme outil ou comme solution qui va soutenir votre vision ou votre message, et pour moi, l'industrie créative, l'industrie culturelle, c'est pas ce que l'on voit, c'est avant tout les messages que l'on reçoit. J'ai un très bon ami cuisinier, j'adore la cuisine, qui me dit, nous, on n'invente plus rien, les cuisiniers d'aujourd'hui. On refait et on refait des recettes, mais typiquement, c'est le message que le cuisinier veut passer dans son restaurant qui va se traduire dans les plats qu'il apporte à table. Eh ben, pour moi, c'est ça. C'est vous voulez passer un message et vous avez un nouvel outil à votre disposition. Assurez-vous de comprendre suffisamment cet outil et d'avoir des gens qui comprennent très bien cet outil et qui peuvent vous donner les garanties qu'ils l'utilisent d'une manière qui vous convient. Donc, on parle vraiment ici de collaboration. Moi, c'est ce que j'aime dans mon métier, c'est que tout seul, on ne sert à rien. Mais par contre, en travaillant avec quelqu'un, on peut produire des choses fantastiques. Et un bon ingénieur adore se laisser guider, se laisser emmener vers, au service, en fait, de ce que quelqu'un veut produire. Et donc, je dirais que c'est comme ça qu'il faut utiliser la technologie demain, dans ce cadre-ci. Merci beaucoup. Je vais passer au deuxième thème que je voulais aborder et Ilan a déjà prononcé le terme de traçabilité. C'est un terme qu'on a déjà aussi entendu pas mal de fois tout au long de la journée. Mais j'avais envie de le faire quand même de manière un tout petit peu pédagogique parce que même quand on a préparé cette discussion, c'est vrai qu'Ilan, tu disais oui, c'est des grands mots, traçabilité, etc. Et je suis assez d'accord avec toi. Donc, on parle beaucoup dans le cadre de l'IAC de la notion de traçabilité des données. Et pour rappel, c'est un terme qui désigne la capacité à identifier d'où viennent les contenus qui sont utilisés pour entraîner l'IA. Par exemple, pour savoir si c'est un modèle qui a été nourri avec des images, des textes ou des musiques qui sont protégées par le droit d'auteur et si ces œuvres ont été utilisées avec l'autorisation ou pas de leur créateur. L'objectif, c'est d'apporter plus de transparence, mais ça pose évidemment des grands défis au niveau technique, économique et artistique. Et je vais commencer par me tourner vers Ilan cette fois-ci, en te demandant, selon toi, de nouveau, je pose des questions assez larges et générales, mais quel est pour toi le rapport entre créativité et technologie, et plus particulièrement l'IA? Donc c'est très large, mais je vais spécifier ma question. Et dans ce contexte, comment tu abordes la question de la source des contenus qui sont utilisés pour entraîner les outils IA par les artistes? Merci beaucoup d'avoir adapté la question. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on a un terme dans les études d'art qui s'appelle art exceptionalism, donc l'exceptionnalisme des artistes. On pense que les artistes sont vraiment des êtres très différents des autres. Mais ce qui se passe avec le problème, avec les grands modèles IA, il y a un très très petit contenu de ces données qui viennent des artistes. Donc j'ai écrit un article à Libre Belgique la semaine passée, à la Libre, et l'extraction algorithmique est totale. On ne peut pas, nous, artistes, dire qu'on est vraiment des cas spéciaux à ça. Donc je veux dire, les parents qui cherchent des infos sur Google, les travailleurs de plateforme, dans les trajets, entraînent des algorithmes, etc. Ils sont toutes leurs données sont vacuumées, elles sont reprises dans le modèle. Et donc la question, c'est est-ce qu'on peut toujours résoudre le problème de la traçabilité avec des termes corporatistes, donc des termes qui appartiennent à des guides professionnels? La guide, c'est une invention belge d'ailleurs. Donc, est-ce que penser en termes, moi je suis créateur, toi tu n'es pas créateur, donc tes données ne sont pas aussi importantes que les miennes parce que moi je suis créateur, est-ce que c'est une bonne mentalité pour avancer cette question? Donc, qu'est-ce que ça fait en fait? Quand on parle de provenance ou de traçabilité, on ramène des questions d'auteur au XXIe siècle. Des questions qui ont été, je dirais pas résolues, je dirais problématisées depuis plus que 70 ans. Donc, l'auteur, la mort de l'auteur, le renouveau d'auteur, la remort de l'auteur, on a entendu plusieurs fois ça. Et je crois que pour moi, ce qui est important, c'est de trouver une base pour laquelle l'IA n'est pas juste une technologie qui est en main du capital et du privé, mais qu'on doit penser de l'IA en termes d'infrastructures publiques. Comme l'électricité dans le 19e siècle est devenue des technologies importantes pour le développement technologique, social, politique des sociétés, l'IA
maintenant est l'infrastructure cognitive du 21e siècle. Et les artistes n'ont pas un rôle principal là-dedans. Tout le monde est concerné. Et donc, la question de provenance et de traçabilité doivent se poser de manière tellement générale qu'elles deviennent insignifiantes. Parce qu'on peut très très bien dire « Ah oui, cette image générée, ça ressemble à du Picasso, donc ça veut dire qu'il y a Picasso qui était entraîné et qui se retrouve dans les bases de données. » Mais comment on va faire avec quand, par exemple, on demande à ChatGPT, ça prend combien de temps pour aller de la grande place à Molenbeek un mardi soir? Comment est-ce qu'on va faire la traçabilité là-bas? Hein, quand les données ont été venues par des milliers et constamment d'utilisateurs, de travailleurs qui n'ont aucune représentation corporatiste. Hein. Peut-être que la semaine prochaine, ils vont changer de métier d'ailleurs. Ils travailleront plus sur Deliveroo. Comment on va faire? Donc, j'ai envie de dire ici qu'on se pose ces questions parce que le débat de AI Act est pour le moment est très très bien accaparé par des juristes et par des politiciens. Mais peut-être il faut amener aussi des artistes pour essayer des artistes et des créateurs aussi pour voir un peu, pour donner de la variété à ce genre de débat. Il y a Matteo Gazzini, que vous connaissez, qui est un des principaux architectes de EU AI Act, qui s'est posé exactement cette question. Et c'était ce que vous avez dit, en fait, les 4 catégories étaient très, très difficiles à définir, en fait. Et donc l'art, pour le moment, elle est vraiment dans le truc minimal, dans le truc de risque limité. Et je voulais voir un peu comment est-ce qu'on peut essayer d'imaginer que AI Act peut concerner plusieurs catégories professionnelles et pas juste, en fait, dans ce panel-là, que les créateurs. Merci beaucoup. J'ai l'impression que tu as aussi donc abordé la question de la gouvernance autour de l'IA et que donc ça puisse être une gouvernance plus collaborative, etc., et que différents types d'acteurs on est tous concernés, puissent aussi être impliqués dans ces débats. Donc, je vais te demander maintenant, Eric, pour toi, quels sont les freins technologiques et économiques à la mise en œuvre justement d'une véritable traçabilité, et comment les créatifs et artistes pourraient s'y préparer? Peut-être de réagir aussi à ce que Ilan et nous dire si tu partages cette vision. Ce sera plus facile. J'adore cette idée d'infrastructure cognitive du 21e siècle. En fait, c'est une très belle représentation du problème que l'Europe vit aujourd'hui en étant à ce point avec un train ou deux de retard. C'est qu'on a du mal à avoir les modèles. Alors je ne vais pas rentrer dans la technique, mais le fait est que des entreprises US ont construit et entraîné des modèles dans le passé qui sont aujourd'hui utilisés très très largement ici. Si je suppose qu'il y a des gens dans la salle ici qui a déjà utilisé l'IA pour générer des images et du texte. Ouais. 99% de chances que ce soit en fait avec des modèles US et qu'ils aient été entraînés sur des données que vous n'imaginez même pas en fait lesquelles, et c'est très difficile de savoir qu'est-ce qui a été utilisé pour être entraîné là-dedans. Donc quelque part, on est tous coupables. C'est cool, alors personne n'est coupable, et aujourd'hui ça se trace avec ça. Si l'enjeu aujourd'hui c'est d'arriver à avoir un peu de maîtrise de ce que l'on fait et une vraie transparence et une vraie traçabilité, j'imagine que la seule solution c'est de repartir de zéro avec l'état des connaissances et de reconstruire. Il y a suffisamment d'excellence scientifique, il y a suffisamment de moyens aussi en Europe, il devrait y avoir une volonté et effectivement rassembler suffisamment de profils différents pour reconstruire ça. Mais ça prend du temps, ça coûte très cher, et alors on rentre dans une course où quelque part, le lièvre, il est déjà parti très très loin. Bon, c'est cool, hein, le lièvre, parfois la tortue peut le dépasser, mais ici, dans ce cas-ci, personne n'a l'air d'y croire. Alors, est-ce que ça doit se faire en silotant? Donc, est-ce que les artistes doivent avoir leurs infrastructures, les banquiers la leur, les pharmaciens la leur? Est-ce qu'il y a une stratégie qui doit permettre de soutenir tout le monde? Là, pour moi, ce sont des vraies questions. J'ai vraiment pas la réponse. Ce que je sais, c'est qu'en restant à la pointe de la technologie, on se rend compte que sa mise en œuvre au service de différentes causes coûte en fait très très cher et est très lent dès le moment où on veut répondre aux spécificités de chacune. Donc avoir quelque chose de commun sera très difficile, et avoir quelque chose de spécialisé qui répond à chacune des corporations
sera probablement plus efficace, mais encore une fois, ça demande plus que de la technologie, du dialogue, de la volonté et de l'investissement. Je vois ça avant le reste. Merci beaucoup. Je vais demander à Alicia de réagir. Je voyais, mais je vais quand même te poser rapidement la question que j'avais, mais justement, par rapport à ce qui vient d'être dit, est-ce qu'il y a des outils légaux, contractuels qui commencent à émerger pour encadrer ces pratiques? Et où se situent encore les principales zones grises dont on parlait dès le début de ce débat pour les acteurs culturels? Oui. Alors, je voulais juste d'abord réagir à ce que vous aviez dit avant. Alors, c'est vrai, la loi, c'est l'apanage du juriste. Et si je disais autre chose, j'aurais changé de métier, donc c'est clair. Personnellement, je pense le nerf de la guerre pour un artiste, mine de rien, et pour nous tous, c'est l'argent. C'est la rétribution pour son travail créatif. Un artiste met tout son corps dans son œuvre. Ça me paraît logique qu'il en veuille avoir une rétribution. Donc le système de droit d'auteur, pour moi, a toute sa place dans la discussion autour de l'IA, que ce soit à travers l'IA Act, on a dit qu'il y touchait, ou à travers d'autres discussions. À côté de ça, je l'ai dit déjà au début, pour aboutir à une législation aussi monumentale, parce qu'il faut quand même le dire, qu'on est les seuls en Europe, dans le monde entier, à avoir une législation qui est transversale et qui est technologiquement neutre. Pour beaucoup de lois, la loi arrive après la réalité. Le législateur, on se dit, OK, il y a quelque chose sociétalement qui est en train de se faire, ding, 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 mets-toi autour d'une table et essaye de trouver un cadre légal. Bon, Juste, est-ce que tu peux expliquer quand tu dis technologiquement neutre, juste Ouais. expliquer ça? Ça veut dire que l'IA Act, ici, ne prend pas le pli d'une forme d'IA par rapport à une autre. C'est-à-dire qu'on pourrait appliquer l'IA Act de la même manière que moi je l'applique quand moi j'ai créé une IA à mon échelle, que des géants comme OpenAI, parce qu'il y a aussi le côté extraterritorial. Donc l'IA Act, aujourd'hui, l'Europe régule le monde. L'IA Act, c'est la base sur laquelle on discute. Elle n'est pas parfaite, ok, mais les géants américains, chinois, aujourd'hui, doivent aussi, à partir du moment où ils mettent une IA sur le marché européen, se réguler à ça. C'est donc notre socle commun. Et pour moi, il est important de garder en mémoire ce côté progressif de l'IA Act. On voit déjà dans son calendrier, on voit dans les réflexions, on l'a dit au panel d'avant, il va avoir vocation à évoluer, mais c'est notre base commune. Pour répondre à tes questions de zone d'ombre, au niveau du droit d'auteur, il y a une question pour moi qui est fondamentale, c'est la question des données d'entraînement. On sait, tu l'as dit, les données, il y a énormément d'œuvres qui circulent en ligne, énormément. Elles peuvent être web scrappées, donc chopées, je peux dire comme ça, par l'IA. Ben voilà, comment est-ce qu'un auteur peut se positionner par rapport à ça? Est-ce qu'il opt-in ou opt-out? On en a discuté. Ça, c'est clairement un problème. Ok. Je vois un autre problème fondamental, c'est au niveau de l'exercice de son droit d'auteur. Et c'est ça que je voulais dire au début, le nerf de la guerre, c'est l'argent. Et pour pouvoir exercer son droit d'auteur et donc recevoir les rétributions qui sont équivalentes à notre œuvre, il faut pouvoir l'exercer. Mais comment, la question principale que moi je me suis posée avec ce panel, et j'ai pas spécialement la réponse non plus, c'est tous ces outputs, ok, moi je suis artiste, j'ai la suspicion qu'une partie de mon œuvre, bon peut-être pas un œil mais quand même une partie de mon œuvre a été utilisée. Qu'est-ce que je fais? Comment est-ce que je peux m'assurer que mon œuvre a été utilisée dans ces données d'entraînement? Et je pense que ça fait un peu lien avec ce qu'on allait discuter après. Pour l'instant, la seule chose que l'IAC nous donne comme moyen, c'est une espèce d'obligation un petit peu mal torchée pour les fournisseurs d'intelligence artificielle de nous donner un résumé suffisamment détaillé. Alors c'est quand même assez antinomique dans sa façon d'être formulé dans la loi. On doit avoir un résumé suffisamment détaillé des données d'entraînement qui ont entraîné une IA. Et soi-disant, sur base de ce résumé-là, on est censé savoir si notre œuvre a été utilisée ou pas. Autant vous dire qu'en pratique, ça va être
impossible à défendre. Moi, j'ai un auteur qui vient me voir en me disant, ou un auteur qui vient me voir en disant, écoute, voilà, j'ai une suspicion de. Moi, je vais devoir aller analyser ce résumé. Alors, il y a une obligation aussi pour le fournisseur de répondre aux questions si on a des questions supplémentaires. Mais on a un modèle qui a été mis à disposition par la Commission européenne pour aider les fournisseurs à structurer ce fameux résumé. J'ai été le lire. Je ne vais pas savoir identifier mon livre, ma peinture, ma musique comme ça, de manière limpide. Donc, il y a un vrai problème, je pense, au niveau aussi de l'exécution du droit. Et l'exécution du droit, c'est se faire payer. C'est je vois que mon droit d'auteur a été violé, je n'ai pas été rétribuée, soit parce que j'avais demandé de l'être, soit parce que j'avais opt-out et en fait mon œuvre a quand même été scrappée. Qu'est-ce que je fais? Et moi, en tant qu'avocate, quand je suis face à ça, j'ai quoi comme solution, comme tu disais, légale ou quoi? Pour l'instant, je dois aller voir ce résumé. Et donc, c'est clairement difficile de naviguer dans la pratique quand on a ce genre de problématique. Merci beaucoup. Je vais me tourner vers Frédéric pour te demander justement quel modèle les institutions que tu représentes aussi et toi-même tu défends pour garantir justement le respect des droits d'auteur dont Alicia vient de parler et une rémunération juste et peut-être aussi nous dire un peu quelles actions concrètes la SACD et la SCAM mettent en place pour sensibiliser et accompagner justement les auteurs qu'elles représentent afin de les aider à monter en compétence sur ces enjeux, parce que c'est quand même, comme on l'a dit, des enjeux très complexes, etc., en parallèle du travail que vous menez pour la défense de leurs droits. Merci, oui. Mais je pense que sur la première question, en fait, il faut réfléchir, l'IA, ça veut rien dire. Le mot IA, il faut distinguer les activités que l'on trouve derrière ce mot IA. Première activité, constituer des bases de données. Deuxième activité, utiliser ces bases de données pour entraîner un modèle d'algorithme, un produit, pour développer un produit. Commercialiser ce produit d'une façon ou d'une autre. Il y a des commercialisations des intérêts privés, puis il y a aussi des initiatives qui sont d'intérêt public et qui sont menées par exemple par des universités ou des laboratoires scientifiques. On n'aura pas exactement le même schéma. Ensuite, ces outils vont être utilisés par des entreprises, à l'interne de l'entreprise ou à l'externe de l'entreprise. Et puis, on a tous, nous, envie d'utiliser ces outils parce qu'on est poussé à ça, hein, sur nos GSM. On fait la moindre requête Google et c'est d'abord l'IA qui répond. Donc, on est déjà quelque part forcé à utiliser et on peut s'amuser à générer des textes ou des images pour soi-même ou pour les enfants, pour aller à l'école, répondre à un devoir. En fait, quand je distingue les choses comme ça, toutes les activités sont déjà couvertes par du droit d'auteur et on a des modèles de gestion de licences qui permettent de gérer cela. Il faut l'étendre à ces nouveaux opérateurs. Il y a une nuance simplement pour la fabrication des bases de données, puisqu'il y a les exceptions qui se trouvent dans la directive de 2019, comme je l'ai dit, les articles 3 et 4. C'est un peu particulier. Les frontières exactement de ces exceptions feront l'objet de litiges. Ça va de soi. Il y en a déjà un en cours en Allemagne, notamment avec Lions, la base de données dont on a parlé tout à l'heure. Mais je dirais conceptuellement, en matière d'usage du droit d'auteur aujourd'hui, il n'y a pas de difficulté. Il n'y a pas de difficulté pour savoir si une entreprise utilise en masse des œuvres dans son fonctionnement interne. On a mis en place, je l'ai fait personnellement, on a mis en place une société de reprographie qui permettait de voir comment les entreprises qui photocopiaient des œuvres par milliards, comment elles pouvaient contribuer à la rémunération des auteurs et des éditeurs. Ce mécanisme est connu. On est déjà en train de discuter au sein de Reprobel, qui est la société qui gère ça en Belgique, comment étendre la licence à des usages d'outils de type IA. Bon, après, il y a des questions de périmètre, des questions de à quel rythme, avec quelles précautions, etc. Mais ça, c'est de la cuisine, je dirais, interne. Hein. Là, c'est comment faire la recette, mais le principe de la recette, il est connu. Sur l'usage personnel individuel, on a la copie privée qui permet aussi très facilement d'étendre le système à l'usage que nous en faisons tous individuellement. Donc, qu'est-ce qu'il y a de spécifique et nouveau? C'est vraiment l'élaboration des algorithmes. Ça, c'est vraiment quelque chose
industriellement, qui est une activité nouvelle, et comment la régler en matière de droit d'auteur. Alors, ce problème, il est pas seulement une question de rémunération, comme certains veulent le faire croire, c'est aussi une question de choix éthique des personnes qui sont concernées, des auteurs, autrices, des éditeurs, des producteurs, des artistes, interprètes. Il y en a beaucoup qui, à ce stade-ci, disent « Moi, je ne vais pas nourrir l'ennemi. Je ne vais pas nourrir l'outil qui va me remplacer pour faire un boulot pour lequel je suis actuellement payé. » C'est le cas de 2/3 des artistes visuels interrogés en France. 2/3 qui disent « Ah non, on ne veut pas. Donc, je ne veux pas de rémunération, je veux simplement pas participer. » Et qu'est-ce qu'on constate? C'est que les industriels s'en foutent complètement de savoir si les gens sont d'accord ou pas. Ils ont piqué tout simplement les données partout où ils pouvaient, que ça soit sur des sites ouverts ou des blogs ou des choses comme ça, mais aussi dans des bases de données illégales. Et ça, c'est la décision Anthropic aux États-Unis. Anthropic, avec son outil, a utilisé des bases de données illégales. Ça a été tracé. Résultat, Anthropic va payer 1,5 milliard aux auteurs qui sont associés à cette requête devant les tribunaux américains. Je pense que et je termine là, je pense que ces procès-là, on aurait voulu les éviter en Europe. On a proposé aux industriels de négocier. On a dit, venez autour d'une table, loyalement, discuter de comment on règle ça. Et en fait, les industriels ont dit, pas du tout, on va jouer la montre et on va attendre que les litiges se déclenchent. Et voilà, et ça c'est un peu dommage, parce que je pense que dans le modèle européen, qui est un modèle collaboratif, beaucoup plus que conflictuel comme on l'a aux États-Unis, on aurait pu créer une autre dynamique. La Commission européenne a eu peur, parce que les enjeux de l'IA, c'est aussi des enjeux militaires, c'est aussi des enjeux de pouvoir et de stratégie commerciale mondiale, et qui n'ont pas osé jouer ce jeu-là. Ils n'en étaient peut-être pas capables, je dirais, au sens, ils n'en avaient peut-être pas la compréhension et la technologie. Mais voilà, je m'arrête là. Merci. Non, c'est parce que Les outils existent. Je voudrais juste, comme je vois le temps passer, que tout le monde puisse avoir un temps de parole. Les outils existent et on peut les mettre en œuvre assez facilement, sauf sur l'entraînement qui pose des questions un peu plus particulières. D'accord, merci beaucoup. Je vais me tourner vers Ilan et te demander, dans ta pratique, je pense que peut-être une vision un petit peu différente aussi, mais je sais que tu vois aussi l'IA plutôt comme une opportunité dans la création artistique. Et j'étais aussi curieuse de savoir comment des nouveaux modèles économiques peuvent soutenir la créativité et si on peut imaginer des formes inédites de collaboration ou de partage de valeurs entre artistes et technologie. Oui, je reviens encore dans ma profession, c'est la seule que je connais. Donc, en tant qu'auteur de bande dessinée, très tôt, on travaille avec des systèmes technologiques. Donc, faire le transfert, essayer de très vite. Déjà en 2018, on a créé un générateur de cartoons éditoriaux inspirés. Enfin, ce qu'on a fait, on a scrapé des centaines de milliers de cartoons. Et on a entraîné un modèle qui était vraiment très sur un modèle assez primaire, GPT-2 à l'époque. Et donc, tous les jours, il lançait un cartoon généré sur Twitter. C'est assez amusant d'ailleurs. Je vois le temps qui passe, donc je stresse un peu. C'est rouge à partir d'un certain moment. C'est vrai que c'est un peu stressant. Faut pas. Donc je reviens à ça. Donc, quand on est auteur de bande dessinée, quand on est un Saint-Luc, première année, on copie tout le monde. C'est comme ça qu'on apprend à travailler. Il n'y a personne qui vient comme ça avec des idées de nulle part, avec une bande dessinée complètement nouvelle. Non, on copie tout le monde. La bande dessinée franco-belge a déjà été une histoire de copiage. Il y a, des fois même des œuvres qui sont attribuées à un tel artiste, elles ne sont pas faites par tel artiste, elles sont faites par un autre qui était là pendant que l'autre n'était pas là. Donc, l'idée de copier et même de voler est vraiment ancrée dans le matériel génomique de la bande dessinée, et je dirais même dans l'art belge. Donc, l'art belge, c'est un art qui est basé depuis le début du siècle passé sur la dérision, la parodie, le pillage. On parle de Wim Delvoye, de James Ensor, de Magritte. Donc, ces questions d'aborder la création en termes disciplinaires ou en termes d'obligations contractuelles, pour moi, c'est très problématique. Et donc, ce que je suggère à mes étudiants aussi, c'est que c'est une technologie, apprenez à la travailler,
essayer de voir qu'est-ce qu'elle offre vraiment. Essayer le plus possible d'avoir ces outils chez vous, hein, vraiment. Donc, ça demande un petit investissement. Vous achetez un ordinateur avec une GPU, vous installez un modèle Stable Diffusion, vous apprenez à travailler un peu, vous essayez de vous amener en dehors de vos limites. C'est ce qu'on a entendu dans le panel avant. L'IA, c'est une opportunité d'aliénation, hein, parce qu'on a des idées, on est en face des idées, des approches qui ne sont pas celles qui en viennent naturellement. Donc, c'est ce qu'on appelle toujours un problème de l'hallucination d'IA, c'est une opportunité pour les artistes. Parce que, je veux dire, c'est quelque chose qui peut être utilisé de manière créative. Et donc, pour moi, on a besoin d'un rapport expérientiel à la technologie. Avant tout discours qui vient nous dire comment il faut faire et comment il ne faut pas faire, etc. Merci beaucoup. Alicia, je voulais te demander, dans ta pratique, peut-être si tu as en tête des cas concrets sur lesquels tu as travaillé quand tu accompagnes des sociétés d'un point de vue juridique. Comment est-ce que toi tu vois, enfin tu as déjà un peu commencé à parler des business models, mais comment tu vois évoluer les modèles de monétisation à l'ère de l'IA? Et s'il y a des types de contrats ou des dispositifs qui aident justement un peu à arbitrer tout ça entre créateurs, développeurs et plateformes. Oui, donc en fait, je pense qu'effectivement, les contrats, c'est quelque chose qui peut paraître être vraiment l'apanage du juriste. Et moi, quand j'accompagne des artistes, là, c'est plutôt sur la partie propriété intellectuelle, mais c'est vrai que c'est pas leur métier et c'est le nôtre. Un contrat, il sert quand il y a un problème. Quand on n'a rien du tout, et qu'il y a un souci, c'est plus compliqué de naviguer dans la réalité de la justice. C'est pas moi qui le dis, c'est pas moi qui suis une fanat de contrat nécessairement. Je pense que trop de contrats tue le contrat aussi, donc je partage ta vie. Mais l'encadrement contractuel, c'est la base qui permet à un auteur de se protéger. Alors, contractualiser, je crois que tu l'as dit, avec des géants, c'est impossible. C'est impossible. Il y a une fracture de négociation entre des géants pour les modèles génératifs et un artiste. Et c'est pour ça, et pourtant, une œuvre, elle a de la valeur. Elle a de la valeur pour l'artiste et elle va avoir de la valeur pour le modèle. Au plus les données sont de qualité, au plus les résultats sont de qualité. Donc je pense que cette notion de valeur autour de l'œuvre, elle doit être conscientisée dans toute la chaîne et il ne faut pas que les artistes soient laissés de côté. Ce qui est le cas. Parfois, on le voit dans le secteur cinématographique à Hollywood, quand on a vu toutes ces discussions qu'il y a eu autour de ça, on l'a vu avec les grandes plateformes musicales, etc. Souvent, c'est les artistes qui sont laissés pour compte. Et c'est très difficile, en tant qu'individu, d'aller se confronter en direct, c'est impossible, à une énorme plateforme. C'est pour ça que je pense que les sociétés de gestion collective ont une importance. Elles prennent les intérêts d'une masse d'artistes en charge, et peuvent peut-être essayer de mettre tout le monde autour de la table et de discuter pour répartir cette valeur correctement, parce qu'elle est ancrée pour tous les maillons de la chaîne. Voilà. Et ça, juridiquement parlant, ça passe par des contrats, à mon sens. Merci beaucoup. Donc, il nous reste quelques minutes et juste pour vous expliquer, je vais demander à Frédéric de nous parler d'un cas concret, puis je demanderai à Eric de réagir aussi sur le cas concret que Frédéric va nous présenter. Donc, la SACD a négocié un protocole d'accord avec Genario qui prouve qu'un modèle de licence est possible. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, nous expliquer et laisser un petit peu de temps, évidemment, pour que Eric puisse réagir. Je vais aller très vite sur cette expérience-là et sur la charte éthique aussi qu'on a développée, parce que c'est une double approche. Sur le contrat avec Genario et la SACD, il est passé en France. Donc Genario est une entreprise de développement d'outils d'IA spécialisée dans le scénario et qui avait donc entraîné son modèle sur les films qui étaient vraiment le cœur du répertoire de la SACD. Donc il ne pouvaient pas dire on ne sait pas ce qu'on a utilisé, c'est très compliqué, tout ça. Ils revendiquaient d'avoir pris vraiment le corpus du cinéma, notamment français et européen. Et donc, il y a un accord expérimental qui est en place, qui essaye de voir comment, justement, un développeur d'IA spécialisé peut mieux respecter les droits des auteurs et des autrices qui acceptent que les choses passent par le biais de la SACD. Donc, c'est vraiment expérimental, c'est sur un chiffre d'affaires
très modeste de Génario. On n'est pas du tout face à Microsoft ou à Google. Et c'est la tentative justement de créer un dialogue positif entre industriels, technologiques et auteurs. Mais aussi, on a une autre approche qui est de dire, pour pouvoir régler les choses, il faut aider, vous aider et nous aider tous à comprendre progressivement les choses et à mettre en place des comportements positifs et où on respecte les intérêts des uns des autres. Et c'est pour ça qu'avec Jeanne Brunfaux en a parlé pendant le panel précédent, on a développé une charte d'utilisation responsable, éthique de l'IA dans le secteur du livre, qui a été déjà transposée dans le secteur de l'audiovisuel. La charte comprend 6 principes, et je termine sur celui-là, le fait de partager les connaissances et de travailler ensemble à justement choisir des solutions nouvelles que nécessite la situation nouvelle. Merci beaucoup. Donc, ce que je voulais te demander, Eric, c'est si tu penses que c'est un modèle, d'accord, qui est scalable et qu'est-ce qui se passe quand un développeur doit négocier, je sais pas, disons, avec 100 sociétés de gestion différentes pour des millions d'œuvres, par exemple. Et si, en fait, la question, c'est du coup s'il y a un point de rupture technique ou économique à cette approche qui est plutôt basée sur la permission. Basé sur la permission, mais aussi basé sur l'accord aussi qui serait donné de permettre d'utiliser une œuvre. Donc, scalable, j'imagine, en fait, ce que j'aime bien quand j'entends ça, c'est qu'au moins on essaye quelque chose. Et c'est l'approche qu'il me disait aussi, mettez un truc sur votre PC, mettez un bon GPU et essayez, allez de l'avant. Et en fait, c'est la même mentalité, mais ce qui me renvoie à un bon feeling là, c'est que, je suis tout à fait d'accord, il faut avoir cet esprit cow-boy, il faut essayer, mais le faire dans un cadre qui soit sécurisé. C'est-à-dire que savoir ce que l'on fait un petit peu quand même, c'est-à-dire que on ne veut pas soi-même commencer à utiliser les données de quelqu'un qui ne voudrait pas les partager. Voilà, se mettre soi-même dans une position délicate, je pense que c'est bien d'arriver à l'éviter. C'est bien d'avoir des gens qui peuvent nous protéger en cas de problème, soit qu'on a marché à côté de la ligne et qu'on ne le savait pas, bah, au moins on peut être protégé, soit que quelqu'un nous vole, bah, personne n'aime être volé et donc on peut au moins récupérer ça, mais ne pas perdre cet esprit de conquête, d'essai, d'aller de l'avant parce que, ouais, on produit quelque chose en tant qu'artiste et faire confiance à ceux qui pourront nous protéger en se disant moi je peux y aller, je pense que c'est un bon état d'esprit. Mais je pense que gérer des millions de demandes, des millions d'œuvres, des millions... Aujourd'hui, on gère des quantités de données gigantesques assez facilement. Les technologies sont là, on peut le faire. Mais en fait, il faut juste des personnes qui disent quoi faire avec. Et donc, c'est quoi faire en termes de responsabilité quant à j'ai demandé une permission, j'ai validé que je l'avais, je l'ai utilisé de cette manière-là et je peux l'expliquer la manière dont je l'ai utilisé. On parlait des algorithmes. Il y a des algos où on ne peut même pas expliquer après comment a été créé le modèle. C'est purement black box. L'ingénieur ne saura pas dire honnêtement qu'est-ce qu'il s'est passé pour arriver au résultat. Il y en a d'autres où il pourra. Là, il y a un choix à faire sur le type d'algorithme qu'on utilise et qui va influencer le type de résultat qu'on obtient. Mais si le résultat n'est pas satisfaisant, on peut aussi essayer autre chose, mais c'est autre chose, est-ce que ça convient? Là, on revient à cette notion de dialogue, mais j'aime bien l'idée que, voilà, il y a des gens qui peuvent s'occuper de faites attention quand même à pas vous laisser piquer tout ce que vous avez. Deux, il y a un cadre légal, on peut vous expliquer avant d'avoir fait une connerie ce qu'il en serait une et ce qui n'en serait pas. Hein. Un avocat, on va le voir avant, pas après, c'est ça, hein, idéalement. Mais surtout sans perdre son esprit de créativité, parce qu'on a un outil en plus et pourquoi pas l'essayer, mais juste l'essayer effectivement en ayant en pleine conscience qu'est-ce qu'on s'est mis entre les mains, quoi. C'est la raison pour laquelle vous n'êtes pas artiste, en fait. C'est possible. Moi, je suis ingénieur, mais j'ai un petit cœur d'artiste. La dernière minute pour peut-être prendre, je ne sais pas s'il y a le temps de... très rapidement, une question. Est-ce qu'il y a une question? Une. C'est dur de... Ouais. Ouais. Pourquoi si
Oui, bonjour. Merci encore pour ce dernier panel. Je trouvais très intéressant en fait le déroulement de toute la journée pour arriver jusqu'ici sur le copywriting et le contrat. Voilà, j'ai eu la chance de travailler récemment avec Arcana, qui est une plateforme, un acteur principal dans l'IA générative à Hollywood. Et récemment, ils ont lancé aussi un des premiers films qui a été réalisé en IA générative, où des acteurs ont été engagés et où ils ont signé des contrats avec les producteurs pour justement prêter leur voix et prêter leur performance. Est-ce que vous voyez en fait cette synergie entre les acteurs, les agents du spectacle dans les films du futur? Comment le voyez-vous? C'est pour moi cette question. Ouais, c'est une belle question. Comment je vois cela de mon œil de juriste? Je pense qu'il y a et il devrait pas y avoir, un secteur qui est, mis de côté sur la façon de réfléchir. Hem Et je pense que je le vois de la même manière que ce que je disais, tout à l'heure, c'est que c'est important de rétribuer chaque acteur, heu, pour sa valeur et donc dans la façon dont moi alors je suis peut-être pas la mieux placée, je suis pas économiste. Moi je reste, dans mon terrain connu qui est le contrat, mais, de manière, voilà, c'est des contrats, pluripartites, qu'on appelle, avec plusieurs parties autour de la table. Une négociation où, chacun d'entre eux a sa rémunération pour son apport au projet. Ça se fait dans tous les secteurs, dans tous les domaines et je pense que le vôtre, n'en fait pas exception. Hem, Au plus il y a de parties autour de la table, parfois au plus ça se complique. Mais je pense que c'est on peut le voir de la même manière qu'on verrait, d'autres, disons types du secteur culturel. Je sais pas si quelqu'un a quelque chose de plus à ouais. Ben, je pense que pour en parler avec les comédiens, les comédiennes, leur angoisse, c'est d'être substitué, évidemment. C'est-à-dire, est-ce que on prête la voix à un projet précis, comme les doubleurs le faisaient, hein, enfin des comédiens très connus d'ailleurs, doubler les voix des Walt Disney, ou bien est-ce qu'on donne sa voix pour toujours pour n'importe quelle création ultérieure? C'est pas le même contrat. Et c'est là où il y a une association de comédiens européenne, et même je pense internationale, qui dit nous, on ne veut pas disparaître derrière des comédiens IA. Et je crois qu'il y a une première comédienne IA qui est mise très en avant par l'industrie de l'IA. Voilà, donc vous avez. Mais ce n'est pas le même contrat, simplement, évidemment. Merci à vous, 4 et Maïté. Merci.